Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Merci Zoé de m'accorder un peu de temps pour cette interview. Bienvenue sur le podcast Parlons de votre mental. C'est le 54e épisode avec toi et le premier en live. Et voilà, je suis flatté que tu aies honoré mon invitation. Merci à toi. Je pense qu'il y a des gens qui vont se connecter petit à petit et du coup je vais fonctionner de la même manière que quand je procède pour le podcast, c'est-à-dire que je sais pas si tu as écouté quelques épisodes, mais l'objectif c'est de parler du coup de ton mental, de faire un peu une introspection aussi sur ton parcours. Et généralement le podcast commence toujours par un petit portrait chinois et tu as envie de te prêter à ce petit exercice. Ouais. Alors attends, je t'interromps 2 secondes parce que je viens de voir que Séverine est connectée. Coucou Séverine. Voilà. Hey, coucou. Bon, on va se prêter au petit portrait chinois. Ok. Si ça te va. Ah bah oui, on y va. Alors Zoé, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Le orange. Et quoi? Parce que le orange, en général, c'est considéré comme une couleur dynamique, créative, la communication et la bonne humeur. Voilà. C'est une bonne couleur, l'orange. C'est un peu une couleur d'été, ça. Ça fait penser un peu à l'été, l'orange. Tu devais choisir un livre. Tu peux en prendre qu'un seul. Alors, je sais que tu dois certainement lire beaucoup. Mais si tu dois en choisir un que tu gardes avec toi, lequel tu prends? Un livre. Ça, c'est un peu compliqué, hein. Mais je pense que je choisirais un livre qui s'appelle Soufi mon amour de Elif Shafak, je crois. Shafak. J'arrive jamais à dire son nom. Et voilà. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est une belle histoire. En fait, c'est une nana qui est bien installée dans sa vie, tu vois, et elle découvre un manuscrit du XIIIe siècle. Et c'est une correspondance entre un poète qui s'appelle Rumi, je crois, de mémoire, et qui rencontre un derviche, un des plus grands derviches. Et donc c'est juste toute une épopée sur le spirituel, l'amour, mais pas l'amour, une histoire d'amour, l'amour de la planète, du cadeau de la vie, de ta tasse. Enfin, c'est hyper beau. Et c'est le genre de livre que t'as pas envie de refermer quand tu le commences, quoi. T'as pas envie qu'il se termine. Moi, je connais pas, du coup j'irai. Je te le conseille. Vraiment. J'irai me le mettre sur la liste. La liste est longue puisque j'ai même celui de Séverine à lire. Je savais même pas qu'elle avait écrit un livre, mais du coup j'ai découvert ça avec Grégory Mouillon. Ma liste est très très longue de livres à lire. Si tu devais choisir une fleur. Oh, une fleur. Un tournesol, c'est une fleur. Ouais, un tournesol. Un tournesol, effectivement. En plus, j'avais fait des photos avec un champ de tournesol, il me semble, avec Séverine. Ouais, c'est vrai. Un objet. Toujours pas. Attends, est-ce qu'il y a Séverine qui marque toujours pas? Toujours pas quoi? Un objet, une caméra.
Toujours pas le livre. J'ai toujours pas lu le livre, peut-être. Ah oui, on adore les tours de salle. Une caméra, voilà. Ah oui, la caméra, forcément. Une innovation. Oh, une innovation, je sais pas. Pas très innovante comme Nana. Tu devais choisir une planète, laquelle tu choisis? Bah la mienne. La Terre. Ok, on reste sur la Terre. Ouais. Le moment de la journée que tu préfères? La fin de journée, c'est l'heure de l'apéro. C'est pas le moment où tu es la plus créative, parce que souvent, en fait, c'est souvent ça, en fait. Il y a pas mal de Je vais gens pas qui- se mentir, j'adore la fin de journée. J'adore ces moments entre potes après où mais apéro, ça veut pas dire alcool forcément, hein, mais c'est ce moment où tu retrouves après ta journée de travail tes potes ou voilà, j'aime bien. Bon, à la fin, Séverine, là, elle nous met des chins, là. Alors, parce qu'on parle d'apéro, si tu devais choisir un alcool, lequel tu choisis? Bah, le vin blanc, je pense. Vin blanc. Lequel? Ah, je sais pas. Si, attends, le Ubu numéro 4. Je me trompe pas, je pense. C'est le bal attends, le Ubu. C'est pas plutôt le, ouais, en fait, ça me fait penser au bal des papillons et c'est peut-être Ubu, mais j'ai un doute sur le Ubu quand même. Mais bon. Si, Le Ubi, le Ubi. Pardon. Le Ubi. Comme Ubi sans le C. D'accord, le Ubi. Exact. C'est une bonne bouteille et puis le bal des papillons aussi, c'est quelque chose qui vaut le détour en vin blanc. Voilà, bah c'est presque un petit liquoreux. Il est légèrement fruité et sucré. Bonjour les copains qui arrivent. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent là? Bonjour copains. Une qualité qui te caractérise? Une qualité qui me caractérise. Ça, c'est le genre de truc qu'on pose en entretien, donc 3 qualités, 3 défauts. Ouais. Une qualité qui me caractérise. Je pense que j'ai plein de défauts, mais que quand j'aime à la muerte, quoi. Et ça, je pense que c'est une qualité. On a Séverine qui rajoute l'optimisme. Ah, l'optimisme. Éternel. En fait, c'est mon oreillette, elle met si je... Ouais, je vois qu'elle est taquée. La pièce de la maison que tu préfères? Ah. Alors, dans la maison en général, tu veux dire, ou chez moi? Ouais, chez toi. Donc là, je suis pas chez moi, je suis chez mon beau-papa, mais c'est la cuisine que je préfère chez lui. J'adore sa cuisine. Pleine de charme, je sais pas, c'est la cuisine. C'est vraiment une cuisine à l'ancienne. Je suis dans une maison un peu, de campagne, quoi. Et c'est vraiment une cuisine à l'ancienne. Avec des vieux meubles, une gazinière à l'ancienne. C'est un peu pittoresque. Ouais, c'est authentique. La saison que tu préfères? Ah, le printemps. Parce que t'as tout qui commence à refleurir, il fait doux, il est pas trop chaud, pas trop froid. Ouais, écoute, on a fait un peu le tour de ton petit portrait chinois et du coup on arrive un petit peu mieux à cerner ce que t'aimes et ton profil. On va parler un petit peu du coup de la thématique du podcast, hein, c'est-à-dire ton mental. Et avant ça, en fait, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Donc du coup par le jeu des questions et finalement de la petite bio que tu m'avais envoyée, du coup on peut retracer un petit peu ton parcours déjà au niveau de tes études, le théâtre, puis ensuite des courts-métrages, des téléfilms, des clips musicaux. Ensuite, tu passes derrière la caméra, premier court-métrage, etc. Tu pars à Barcelone, ouais. Tu reviens. Du coup, tu te lances sur la série Voilà. Ouais, voilà. Attends, est-ce que je t'interromps juste pour dire bonjour, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Donc, coucou Angélique, Anas, Le Saunier Jérôme, Fred Jean, bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour à tous. Et du coup, la série Voilà. Ouais. Derrière, tu enchaînes aussi cette année là avec La Voix des femmes, avec Séverine. Ouais, là avec La Voix. Ouais. Donc du coup, tu as une riche évolution. Du coup, si tu devais regarder un peu dans le rétroviseur, t'inspire quoi ton parcours? Mon parcours, qu'est-ce qui m'inspire? Il est assez atypique, tu vois, et j'en suis assez fière parce que je suis pas connue, quoi. Mais j'ai toujours travaillé, je travaille et j'adore ce que je fais. Alors, du coup, je continue. Du coup, ton parcours, il est hyper, il est atypique, mais du coup, j'ai envie de dire pas si atypique que ça, puisque finalement, il reste quand même dans le même environnement, c'est-à-dire où finalement tu vas concilier un peu plein de choses différentes, mais toujours un peu dans le monde du spectacle. Ouais, donc devant la caméra, derrière la caméra, l'écriture, donc j'ai envie de dire c'est un parcours très complet. Si tu devais en choisir un des quatre, là, lequel tu choisirais en premier?
bah, si je pouvais ne pas choisir, ce serait cool. Et si je devais choisir, moi, mon premier amour, entre guillemets, hein, c'est quand même l'interprétation. Donc, et au final, c'est ce que je fais. Enfin, ça va faire 2 ans que j'ai pas vraiment travaillé en tant qu'interprète. Ouais, je crois que si je devais en choisir, l'interprétation ou l'écriture, je sais pas. En vrai, j'aime j'aime tout. Donc, ouais, je pense l'interprétation en premier. Et ensuite, l'écriture. Est-ce que, donc, du coup, on va parler un peu de mental. Dans les 4, finalement, dans ces 4 missions qui sont complètement, finalement, un peu différentes, on aborde le côté un petit peu mental des choses. Est-ce que, du coup, ça t'a permis de développer des habiletés mentales différentes en fonction des postes? Ouais, en fonction des postes que tu as pu avoir. C'est-à-dire, quand tu es comédienne, tu développes des choses un petit peu différentes d'un point de vue mental, quand tu es derrière la caméra. Oui, c'est sûr que c'est pas le même travail, tu vois. C'est pas du tout la même chose, mais enfin, mentalement, quand je joue, je vais chercher des ressources qui me sont propres, que j'ai acquises, tout ça. Quand je passe à la réalisation, là, je vais plus m'occuper des autres. Et quand à la réalisation, enfin, surtout pour voilà, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'écoute. Je sais pas, je crois que je réponds à côté de ta question. Quoi tu es le plus satisfaite? Non, en vrai, de tout. Hein. J'ai pas si je dois réfléchir à tout ce que j'ai fait, j'ai pas de je regrette rien de ce que j'ai fait, j'aime tout ce que j'ai fait, je crois que je suis satisfaite de tout ce que j'ai fait en fait. J'ai pas une préférence. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle fait écho à ton parcours? Bah oui, bien sûr. Forcer les portes, passer par les fenêtres, ouais, bien sûr. Rendre possible l'impossible, tout est possible en vrai, quand on se donne les moyens. Et du coup, ça te fait écho parce que du coup, non, c'est assez difficile de percer dans ce monde-là. Ouais, bah je veux dire franchement, quand j'ai lancé voilà, quand j'ai commencé à écrire cette série, donc je l'ai écrite avec une pote qui était là en renfort avec moi. Et je pensais à des gens pour jouer les personnages, et puis il fallait trouver une équipe, il fallait trouver le son, donc tout, et ça me paraissait impossible. Et en fait, au bout de 1 coup de fil, 2 coups de fil, 3 coups de fil, tout s'est enchaîné et je me suis dit, en fait, tout est possible. Il y a des gens qui m'ont dit oui. Je pensais pas qu'ils allaient me dire oui. Je pensais pas qu'ils allaient aimer mon projet. Je pensais pas et tout s'est fait hyper facilement, en fait. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Finalement, ça a été fluide, quoi. Finalement, Tout s'est fait naturellement. En fait, t'as une première personne qui a dit oui, et puis tous les gens disent oui, et moins t'as peur, oui, parce qu'en fait, c'est de la peur. Et moins t'as peur de demander, et plus tu demandes, et puis tu t'aperçois qu'au bout d'1 semaine, l'équipe était montée. Ouais, du coup, finalement, l'idée, c'est tout est possible. Finalement, c'est juste les barrières qui sont dans la tête éventuellement. Exactement. Et j'avais beaucoup de comédiennes et des comédiennes qui travaillent, donc avec des plannings chargés. Et là, faut que tu leur annonces qu'elles sont pas payées, que c'est un petit budget. Elles ont un planning chargé. Tu dis comment je vais faire pour réunir ces 6 personnes sur un temps réduit. Et puis au final, les choses se font, quoi. Ça, c'est super. On va parler, du coup, on continue sur le mental, hein, puisque c'est un peu la thématique, du coup, du podcast. Si tu devais définir ce mot mental, quelle définition, Zoé Tellier, pourrait nous donner de ce mot? Une définition du mental? Ouais. Définition du mental. Tu peux le contextualiser dans ton environnement, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est avoir un bon mental quand on travaille dans le monde du spectacle, par exemple? Viser la lune, ça me fait pas peur. Ok. Une définition par une citation. On me l'avait pas faite encore, ça. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Après, le principe, c'est que chacun a une définition propre du mot mental, puisque chacun, derrière le mot mental, on retrouve certaines choses dans différentes. Oui, j'entends. Mais quand je te cite Amel Bent, c'est juste que c'est ça, c'est que le mental, il faut avoir une force à l'intérieur de soi, quoi. Faut pas avoir peur comme je disais, de rendre possible l'impossible, de viser la lune. Alors, voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir travailler ton mental? Oh oui. Récemment, oui. Pour travailler ton mental, tu t'y es prise comment? Quelles auraient été, comment tu t'y es prise, quoi? En fait, je suis allée au fond, tu vois, je suis allée bien au fond, et je suis remontée. Et je suis passée par des phases où j'ai écouté des podcasts, mais pas longtemps, de personnes qui sont là à te motiver, tout ça. La méditation.
longtemps. Enfin, je suis allée chercher un peu dans les bonnes énergies, tout ça, pour remettre mon mental à niveau, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais... Si, c'est très clair. Donc, du coup, t'as fait de la méditation, t'as écouté des podcasts, t'as écouté quoi? Pareil, de méditation, des guidances. Moi, je suis vachement dans les énergies et tout ça, donc je suis allée chercher les ressources là où j'aime, enfin, tu vois, là où ça m'intéresse. Oui, et puis là où finalement ça résonne en toi aussi, quoi. Voilà. Donc je n'ai pas fait de sport, je fais pas de sport. Ah ouais, c'est pas grave de pas faire de sport. C'est faire une blague, je vais pas faire. Ok, méditation, podcast, t'écoutes quoi comme podcast? J'en ai écouté pas mal, mais tu vois, je suis allée écouter Chloé Bloom. Après, j'ai aussi pas mal de youtubeurs. Tu sais, sur Twitch, des soirées où ça parle. Ouais. Alors attends, pour les podcasts, donc il y a principalement Chloé Bloom, qui m'a vachement aidée quand même, et une autre nana, mais je me souviens plus de son podcast, de son nom. Pareil sur la volonté de réussir, tout ça, de se relever, les échecs, d'accepter l'échec. Et après, je dis, j'ai pas mal été sur Twitch pour assister à des débats comme ça sur le bien-être et tout ça, quoi. Est-ce que pour toi, l'enthousiasme est primordial pour le mental? Ah, c'est sûr, hein, il faut faire la méthode Coé, hein, et il faut être enthousiaste. Mais oui, non, mais il faut que tu dises que tout va bien, et tout va bien, en fait. Et que tu vas y arriver, et tu vas y arriver. Si tu dis que t'es nul et que tu y arriveras pas, tu seras nul, et au final, tu y arriveras pas, parce que c'est ce que tu dis. Oui, finalement, tu joues sur ton discours interne. Ah, c'est hyper important. Le discours interne est important, et du coup, les messages que tu peux t'envoyer, finalement, conditionnent souvent ce que tu envoies, et puis finalement, ce que tu renvoies aussi aux autres, et puis finalement, souvent, les énergies s'attirent. Non mais oui, c'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est comme quand on te dit aime-toi d'abord et après tu pourras aimer les autres. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Donc si tu dis que toi t'es une moins que rien, tu seras une moins que rien. Enfin, c'est un peu... Ça me fait penser au film de Guillaume Canet, quand ils sont au Cap Ferré, où il parle aux plantes. Il faut une expérience avec une plante où il lui parle gentiment et une plante où il insulte. Mais ça fonctionne à ce qui paraît. Si tu parles méchamment à une plante et à l'autre tu lui parles gentiment, celle à qui tu parles gentiment elle va pousser et celle à qui tu parles méchamment elle va mourir. Bon, c'est scientifique. Voilà, scientifiquement prouvé. Alors on va parler un peu de la thématique de la confiance et du temps d'erreur. Alors est-ce qu'en termes de confiance, est-ce que ta confiance tu l'as acquise au fur et à mesure, petit à petit, ou finalement c'est quelque chose que tu avais déjà au départ et que tu as su faire fructifier? Alors la confiance, déjà moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis quelqu'un qui a jamais eu confiance en soi pendant très très longtemps et je commence à peine à avoir confiance en moi et à respecter mon travail et ma propre personne. Mais je suis quelqu'un qui a jamais eu confiance en moi pendant des années. Et enfin j'ai perdu un temps fou justement à ne pas avoir confiance en moi. C'est au gré de tes expériences réussies que tu as pris confiance? Non, c'est même pas au gré de mes expériences réussies, c'est au gré de ces 2 dernières années de ce que j'ai vécu et au final de me dire que j'ai eu vraiment tort de pas avoir eu confiance en moi parce que déjà sans confiance et avec le peu de moyens que j'avais, j'ai fait quand même des très très beaux projets qui ont été très 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 loin. Alors si j'avais eu une confiance en moi, j'aurais visé la lune. Bon. Ouais, donc voilà, la confiance en soi c'est vraiment quelque chose de très compliqué, qui l'est moins maintenant pour moi. Mais il y a encore 1 an et demi, j'avais pas du tout confiance en moi. Ça se voyait pas. Après, mes proches le savaient, mais je suis quelqu'un qui a toujours douté. Est-ce que le doute, c'est quelque chose qui vient parce que tu en fait, t'es peut-être perfectionniste, peut-être que tu remets les choses en question régulièrement, et ce qui fait Non, t'as la remise en question et t'as le doute. Là, c'est vraiment c'est-à-dire que dès qu'on me faisait une mauvaise réflexion, je m'empêchais carrément de faire des trucs parce que j'avais peur que ce soit, pour moi, ça allait être nul. Et que j'allais être jugée, qu'on allait me critiquer, et qu'on allait se moquer de moi, tu vois. Et ça m'empêchait de faire plein de trucs. Et ça, c'est pas de la remise en question, c'est vraiment de la bêtise, quoi. C'est un manque de confiance en soi. Après, moi, je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Je vois qu'il y a ma sœur qui est connectée, donc il y a une petite fierté mal placée. Bim. Et je rigole. Et non, bon, bref, voilà. La remise en question, ça, je le fais régulièrement. Et la confiance en soi, en moi, je l'ai acquise depuis pas longtemps. C'est-à-dire que maintenant, je m'en fous. Enfin, je me fais confiance. Et si Pierrette et Micheline veulent dire je m'en fiche. Pierrette et Micheline, c'est... Moi, je sais pas pourquoi ils disent ça. Du coup, finalement, ça me fait penser un petit peu au regard des autres. C'est-à-dire que précédemment, finalement, le regard des autres, ce que vous pouvez penser, finalement, avait un impact sur moi. Et aujourd'hui, finalement, t'as
t'as changé, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait évoluer? J'ai eu une grosse épreuve personnelle, bon, bref, et il y a pas longtemps, j'ai eu aussi un gros problème de santé. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. En fait, chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Il faut que je croie en moi, parce que si je crois pas en moi, si j'ai pas confiance en moi, personne va avoir confiance en moi, en fait. Donc maintenant, tu t'en fous de tout ce que les gens pensent, tu y vas, et puis vu tout ce que t'as réussi, pourquoi tu réussirais pas? Ça t'empêche plus de faire des trucs parce que tu manques de confiance en toi. Tu le fais, t'as envie de le faire, que tu le fasses bien ou pas, on s'en fout. Le principal, c'est que tu le fasses. En fait, c'est ces deux événements, enfin surtout le dernier où je me suis dit, et puis j'ai une petite sœur aussi qui me coach pas mal. Ok, une petite sœur en Côte d'Azur, c'est ça? Ouais, c'est la femme de l'ombre. Bah ouais, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre qui coach. Le droit à l'erreur, t'en penses quoi? Faut se le donner, le droit à l'erreur, hein. Le droit à l'échec, le droit à l'erreur, parce que c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est beau un échec, c'est beau de faire une erreur et de reconnaître que t'as fait une erreur. T'apprends toujours d'une erreur. Et encore mieux, enfin, moi j'ai aucun problème avec ça. Enfin, maintenant j'ai plus de problème avec ça. Est-ce que t'as un échec que tu peux considérer comme un échec ou une erreur qui finalement t'a ouvert d'autres opportunités où t'as pu finalement rebondir plus haut? Est-ce que j'ai une erreur ou un échec qui a pu me faire rebondir? Alors là, Ou qui t'a ouvert une autre porte? Parce que souvent c'est ça finalement, une porte qui se ferme. Parfois tu travailles pas avec les bonnes personnes. T'es un peu trop gentil, tu te fais avoir. Donc ça c'est une grosse erreur. Mais tu rebondis parce que le contrat d'après, tu vois, tu sais que non en fait. Ça t'est arrivé une fois, ça t'arrive pas deux fois. Ça m'est arrivé sur un projet, sur un film. Et c'est quelque chose qui arrive souvent dans le monde dedans. Moi qui ne m'arrivera plus en tout cas c'est sûr, mais je pense que ça peut arriver souvent. En fait ce qu'il faut savoir c'est que tant que t'as pas signé, t'as pas le contrat. Donc tant que t'as pas signé, tu travailles pas. Ça c'est le conseil que tu donnes à tout le monde. Hein. Tant que vous n'aurez pas signé, n'y allez pas. Conseil de Zoé. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Est-ce que j'ai des trucs pour me motiver? J'ai une petite sœur. Ok, de l'ombre. De l'ombre. Non, est-ce que j'ai des trucs pour me motiver? Non, je me motive quoi. Je me dis faut y aller. Hein. C'est plus du mental. Hein. Tu vois, j'ai pas le choix quoi. Donc je sais pas ce que t'appelles comme des tips, des trucs. Je sais pas. Non, faut y aller quoi. Du coup, souvent la motivation, elle peut naître un peu des objectifs qu'on se fixe, du sens qu'on met à. Ce qu'on fait. Oui. Alors pour me motiver, ce sont mes objectifs. Ouais. Ça c'est sûr. Enfin maintenant c'est comme ça, ouais. C'est souvent, ça peut être conditionné à ça, mais après tout le monde ne marche pas de la même manière. Des fois il y a des gens qui sont motivés tous les jours, quel que soit ce qu'ils font. Il y en a, ils sont plus motivés par rapport à une inspiration, une passion. Ouais, moi j'ai très longtemps fonctionné à l'instinct et à l'intuition, enfin c'est la même chose. Et là c'est la première année où je me suis fixé de vrais objectifs. Habituellement je voyais sur du court terme, en fait on verra demain, si j'ai ce contrat là c'est cool, je vais l'avoir, je m'en fiche. Alors que maintenant c'est non, je veux ce contrat, je me laisse tant de temps où je veux ce truc, je me mets des objectifs et j'y vais. La parole s'envole, les écrits restent. Et t'as Séverine qui dit, pour en venir au contrat, et même parfois quand t'as signé, c'est pas gagné. Ouais, c'est chaud quoi, c'est chaud. Bon après quand tu travailles avec des gens de confiance, une parole c'est une parole, non? En général. Ouais, alors on va rentrer dans un débat qui est trop que je ne maîtrise pas. Enfin tu vois que j'ai. Mais oui, normalement une parole est une parole. Normalement quand t'as confiance en quelqu'un, enfin oui, mais non. En fait, le business, c'est le business en vrai. En vrai, c'est vrai. Il faut restaurer un code d'honneur dans la profession. Oui, non, mais il y en a certainement un, hein, mais. Alors, est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Là, je vais te dire oui, parce que c'est ma nouvelle façon de penser, mais et je crois qu'il faut un plan. Excuse-moi, je remets mes lunettes à chaque fois, mais parce que ça y est, je suis vieille. Bon, je vais garder les lunettes comme ça, ce sera. Si Laure, tu dis oui parce que je viens de dire je suis vieille. Ouais, je pense qu'il faut un plan. Je pense que c'est important de te mettre, donc du coup, des objectifs et définir les étapes. Bon, il y a leur mollo, tu vois, mais je pense que c'est important. C'est un peu utopique de se dire que sans plan, tu peux y arriver comme ça. Enfin, ça arrive tellement rarement, en vrai. Alors, il y a Laure qui répond oui et Laure qui dit non pour le plan. Ouais, voilà. Laure, c'est ta sœur, c'est pas du l'ombre, c'est ça? J'ai dit, c'est mon coach, c'est mon agent. Okay. Bon, après, des fois, on peut avoir un plan, mais comme on dit souvent, le plan, tu l'as au crayon, et puis il y a toujours des remédiations parce qu'il y a toujours des difficultés sur le parcours. Oui, il y a toujours des modifications, mais c'est bien d'avoir quand même. Regarde, tous les méchants dans les films, ils ont des plans machiavéliques. Bon, ils y arrivent pas, mais tout le monde a un plan. Même Bruce Willis, pour sauver le monde, il a un plan. Il faut toujours un plan. Un plan A et un plan B. Et Poutine, tu crois qu'il a un plan ou pas? J'ai pas envie qu'on me coupe Internet, donc je vais pas parler de Poutine. Je suis une mauvaise.
Ouais, ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr que oui, après le plan, ouais, c'est toujours. Mais bon, après, chacun a des visions un peu différentes, mais c'est vrai que on a, en fait, souvent dans les interviews que je donne et que je fais, on parle de vision, pas forcément de plan, mais de vision, c'est-à-dire d'avoir une vision à long terme de qu'est-ce qu'on veut, la lune qu'on veut aller toucher, et c'est par cette vision finalement que ils se frayent le chemin, en fait. Donc du coup. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut quand même une ligne conductrice, tu vois, il faut savoir quand même principalement tes axes. Après une vision, je veux dire une vision d'ensemble, une vision du projet, une vision de là où tu veux aller, en fait. Ouais, mais ça, moi, je l'ai eu toute mon adolescence. C'est-à-dire que dès l'adolescence, parce que tu avais envie de devenir actrice, comédienne. Ah oui, j'ai toujours eu envie d'être comédienne, mais et puis je me voyais, tu vois, les visions, je me voyais pas. Je me voyais célèbre. Ce que je veux dire, c'est que non, mais par exemple, un exemple débile, tu vois. Moi, j'ai un papa qui a toujours voulu que j'ai mon permis de conduire. Là, le bac, il s'en foutait. Tous ses enfants, il a juste dit le permis de conduire, c'est la liberté. Et moi, j'ai toujours dit à mon père, je m'en fous, j'aurai un chauffeur à vie, je suis parisienne. T'as vu la vision que j'avais? Ouais. Je suis plus parisienne, j'ai pas mon permis de conduire. Donc, je suis en train de passer mon permis de conduire. Donc, les visions, chez moi, ça fonctionne pas trop, quoi. Ok. Bon, on va s'arrêter au plan, alors. Voilà. On va parler de la gestion des émotions. Ouais. Si t'es déjà arrivé en tout cas de devoir rencontrer ce qu'on peut appeler la pression ou du stress dans en tout cas dans les différentes missions que tu as eues. Alors peut-être qu'elles peuvent être totalement différentes si tu es derrière la caméra ou devant la caméra. Et du coup, si la réponse est positive, comment tu fais pour la gérer? Pour gérer le stress, alors déjà moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très mauvaise sous la pression. Je m'enfuis. Mais et j'en ai pas, enfin si quand même pour voilà, j'ai eu comme et encore non pas tant que ça, j'ai eu un peu de pression. Tu gères comment? Tu respires, tu respires quoi, tu dédramatises, tu te dis bon ok là ça me prend la tête, pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux faire, faut que je me détende. Et surtout dédramatiser, enfin dépressuriser le truc parce que ça sert à rien en fait. Ça changera pas au final. Ça sert à rien d'être stressé, ça sert à rien d'être pressurisé. Après moi j'ai pas eu des gros budgets, tu vois, j'ai pas non plus sur les épaules un gros film, un gros truc, donc je sais pas comment après tu gères une grosse pression, mais tu vas faire une thalassothérapie, tu vas nager un peu et ça va mieux après. Donc du coup, toi ton moyen de la gérer finalement c'est de la mettre à distance et de te dire que voilà ça. Ouais, et puis de dédramatiser surtout, tu sais, de dépressuriser quoi, genre ça va, on se calme, enfin y a pas de vie, enfin c'est pas une question de vie ou de mort, on se calme. Et après quand t'es calmé tout fonctionne. Voilà. On a dit bonjour depuis Séville, mais trop bonjour Séville, j'aimerais trop y être, Eva. Séville, quelle belle ville. Oh. On va aborder la thématique de la concentration. Alors je suppose que quand on est en tout cas, quand on joue la comédie, quand on est sur scène, ça demande une grande concentration. Comment tu t'y prends pour l'optimiser cette concentration, c'est quoi ta méthode pour te préparer avant de jouer, de rentrer sur scène? Déjà, alors quand c'est au théâtre, par exemple, j'adore la phase où je me maquille, où je me prépare. Donc je suis pas du tout avec mon téléphone, tu vois. Enfin, je suis pas connectée en tout cas au réseau où je suis en mode avion. Je me maquille, je me mets dans le truc. Ça c'est assez chouette. Là, j'écoute de la musique, je m'isole. Et puis après, une fois que tu joues, t'es dans ton truc. Tu penses même plus à la concentration, t'es dedans. Quand tu joues. Du coup, on est rarement dans la tête des comédiens, donc c'est intéressant. Du coup, il se passe quoi en fait quand vous êtes dans votre jeu d'acteur? Tu es animé par le rôle et finalement tu penses plus à rien. Comment le texte finalement il sort naturellement? C'est à force de l'avoir appris, de l'avoir répété? Ah oui, ça de toute façon c'est à force de l'avoir appris, de l'avoir répété. Et une fois que t'es sur scène, de toute façon tu t'oublies. Et le fait de t'oublier, c'est juste génial. C'est-à-dire que c'est pas toi. C'est-à-dire que tu te juges pas, t'as plus aucune conscience de ton poids, tu vois. C'est plus toi quoi, c'est le personnage. Et donc et c'est assez quand tu fais des bonnes représentations, c'est assez magique. C'est assez magique parce que vraiment tu t'oublies complètement. C'est un truc de fou en fait. Et ton texte, de toute façon tu t'es enquillé avant de jouer, avant de commencer des dates, tu t'es enquillé un mois de répétition
8 heures par jour. Donc le texte, la mémoire, tout ça, il est entré, c'est travaillé, c'est bien naturel, quoi. Du coup, il y a le texte, mais aussi les émotions que vous faites passer aussi. Ouais. Quelque chose que du coup vous travaillez en même temps, ou c'est quelque chose qui est ça se travaille en répète. Et après, c'est aussi avec ton partenaire, tu vois, c'est un échange, c'est de l'écoute. Bon, après, tes émotions, tu peux les chercher à l'intérieur de toi, mais tu partages et t'as un retour. Et quand t'as de l'écoute, c'est vraiment magique, parce qu'après, ça, de toute façon, puisque c'est plus toi qui es dans une émotion appelle une autre émotion, et ça monte, ou ça descend, enfin, tu vois. Mais voilà. Enfin, c'est très rare que tu arrives sur scène et que tout de suite et après, ça dépend. Si tu dois commencer par un truc assez, en général, c'est plus facile, en tout cas pour moi, de mon point de vue à moi, c'est plus facile de jouer quelque chose de dramatique, de triste, que de jouer quelque chose de drôle et de faire rire les gens. D'ouvrir un spectacle en faisant le clown, quoi, si tu veux, que avec la tristesse. Bon, enfin, voilà. Bon, du coup, après, je pense que chaque acteur a des préférences, certainement, pour aller jouer certains rôles. Ouais, chacun ses facilités, ouais. Une question qui m'est venue, c'est toujours en lien avec la concentration. Donc, vous êtes amené à faire des tournées, à jouer souvent, à jouer beaucoup. Comment tu fais pour optimiser cette concentration, même si vous êtes dans des états de fatigue, parce que finalement, à force de bouger, d'être sur scène, je pense que ça use aussi. Très bizarrement, la fatigue, ça, en fait, il faut que tu te serves de tous tes états. Donc, si t'es fatigué, tu te sers de ton état pour jouer. Tu vois, c'est pas une contrainte. En fait, t'es fatigué, t'es épuisé, t'es en tournée. Là, t'es KO, t'as pas envie, enfin, c'est comme certaines personnes qui n'ont pas envie d'aller au travail parce qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont saoulées. Parfois, nous aussi, ça nous arrive. Et, tu te sers de cet état-là. Il faut que cette faiblesse devienne une force. Et après, une fois que tu as fait ton truc, tu vas dormir. Okay, après, je sais pas comment t'expliquer vraiment le système de concentration, tout ça, parce que c'est des trucs qu'on apprend très très tout au début, mais c'est simple, t'es fatigué, tu te sers ton état pour jouer. T'es énervé, faut que tu t'en sers, faut pas que ce soit un obstacle à ton travail, faut que tu t'en sers. Okay, en fait, tu t'intègres ton état émotionnel du moment dans ton jeu d'acteur. Et chaque jour, en fait, finalement, tu peux avoir un jeu d'acteur un petit peu différent en fonction de ton état émotionnel. Mais en général, si tu vas voir la même pièce, tu vas la voir tous les soirs, c'est jamais le même. Après, bien sûr, l'histoire est la même, l'émotion globale est la même, enfin tout est. Mais on joue jamais vraiment tous les soirs de la même manière. C'est pas pour rien qu'il y a des soirs on va dire ouais c'était bien ce soir, ouais non. Là avant-hier non c'était, tu vois, on sent nous aussi qu'il y a des soirs c'est mieux que d'autres. Du coup ouais c'est intéressant en fait. En tout cas, ce que tes réponses, parce qu'elles permettent un petit peu de comprendre un peu comment vous ajustez en fonction du coup de vos émotions et de votre état de forme, votre jeu d'acteur, pour pouvoir en tout cas jouer en tout cas les scènes que vous avez à jouer, quoi. Oui, et puis nous on nous apprend aussi, tu vois, même si tu apprends une tragédie juste avant de monter sur scène, tu peux pas planter un spectacle, donc si tu apprends un décès 2 minutes après, t'as plein de comédiens à qui ça arrivé, tu vois, ont perdu leur père, leurs enfants avant de monter sur scène et qui vont quand même sur scène et qui se servent de cette émotion. Alors je dis pas qu'ils pleurent pas sur scène, mais ils se servent de ça pour tenir, et après ils rentrent chez eux, ils vont régler leurs histoires. Et ça c'est un truc qu'on nous apprend dès le début, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est quelque chose qu'on vous apprend, c'est-à-dire que quand tu dis que vous l'apprenez, c'est-à-dire que toi t'as fait une école pour apprendre à jouer? Non, moi j'ai travaillé très très jeune dans des compagnies de théâtre, mais j'ai fait beaucoup de stages et j'ai dû faire 3 mois à Blanche-Allant, je crois. Bon, j'ai un peu vadrouillé un peu partout, mais c'est quelque chose quand même en école, logiquement, on t'informe de ça. C'est-à-dire que t'es comédien, si t'as une salle avec 600 personnes, bon c'est horrible si tu perds quelqu'un de ta famille. Mais tu peux pas planter 600 personnes, plus l'équipe et plus tes coéquipiers, quoi. C'est impossible. Tu peux pas mettre un arrêt de maladie ou un truc comme ça. Non, tu ne veux pas te remplacer au pied levé comme ça. Non, tu veux pas. Après, ça dépend, tu vois, t'as certaines pièces qu'on appelle du bouvard. En général, t'as toujours la personne qui a le rôle officiel et celle qui la remplace 1 semaine sur 2. Donc si t'as quelqu'un qui peut te remplacer, là, si, sûrement. Mais tu peux pas planter en tout cas une pièce parce qu'il t'est arrivé un truc dramatique, entre guillemets. Partie de la magie du métier. Prochaine question. La thématique de la détermination. Et très souvent, je pose cette question parce que les réponses sont souvent variées d'une personne à une autre ou même d'une profession à une autre. Souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Toi, tu en penses quoi? Alors, je pense que ouais, faut rien lâcher, mais que par moments, c'est bien. De lâcher. C'est important aussi de lâcher. C'est-à-dire que tu lâches pas ton objectif, mais
En chemin, tu vois, tu peux être fatigué, faire stop, là, je m'arrête parce que de toute façon, si tu forces, tu peux pas y arriver. Il y a un moment, il faut, waouh. Là, si je réponds à ta question. Si. Bah, en gros, si. En fait, c'est pas ce que te disent les gens en général. Moi, ouais, ce que je dis, c'est qu'il y a des choses à lâcher quand même. y a des choses à lâcher. De toute façon, tu fais rien dans le forcing, hein. T'arrives, genre, quand ça veut pas, ça veut pas. Tu vois, il y a un moment, faut savoir accepter. Ah non, là, ça veut pas, c'est pas très grave. Fais un point et repars. Voilà, c'est ce que je pense. Après, je sais pas. On arrive sur la fin du podcast, sur la fin des questions. Si tu devais donner des, avec voilà toute l'expérience que tu as pu acquérir depuis que tu as commencé le théâtre, tu joues dans la caméra, derrière la caméra, si tu devais donner j'aime pas dire le mot conseil, mais si tu devais dire quelque chose à des jeunes qui veulent se lancer voilà dans une carrière comme tu as pu le faire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, je leur dirais, chacun fait bien ce qu'il veut quand il a envie de le faire. Donc, si t'as envie de faire ça, tu le fais. Et que c'est sûr que c'est pas le métier le plus, en même temps, je sais même pas s'il y a un métier, quand tu te lances, qui est vraiment facile. Je dirais, de rien lâcher, oui, mais d'être modéré, quoi. Et surtout de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, si la personne pense que c'est son métier, que tu vois, ça le fait vivre, ça l'anime, fonce. Après, il y a pas de règles. En vrai, dans la vie, il y a pas vraiment de règles, tu vois. C'est pas vrai, il y a pas de règles. T'y vas, quoi. Et puis, et fonce, quoi. Et fous-toi de ce que les gens pensent, de ce que, tu vois, si t'as envie de faire un truc, fais-le et t'en fiches de savoir. Donc, tout à l'heure, j'ai dit Pierrette et Micheline, je pense que je vais passer à Jacques et Jacqueline. Tu t'en fiches de ce qu'ils pensent. T'y vas, tu le fais. Et t'apprends de tes erreurs et là, il y a un moment, de toute façon, si ça le fait pas, c'est un être humain, on est tous des êtres humains, donc la personne, elle va se rendre compte que ça marche pas et elle va peut-être trouver une autre voie. Mais en tout cas, si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Voilà. J'ai parlé là pour dire ça. Si tu veux le faire, fais-le. Moi, je suis personne pour te dire comment le faire. Il y a personne, en fait, il y a pas de bons conseillers sur cette planète, tu vois. Personne, tu peux entendre et tout, mais moi, je me méfie souvent des gens qui me donnent des conseils. Même si c'est bienveillant, écouter son cœur. Oui, c'est ça, c'est que, oui, il faut écouter son cœur, faut y aller. Et c'est trop débile de s'empêcher de faire des trucs parce qu'on a justement peur, soit de l'échec, soit de juger, soit de le manque de confiance en soi, ce qu'on disait tout à l'heure, soit stop, on n'a qu'une seule vie, t'as envie de faire un truc, tu le fais. Donc, si tu veux être comédien, essaye. Après, je peux te donner des conseils, oui, je peux dire, commence, va t'inscrire dans les agences de pub, prends des cours de théâtre, mais reste pas trop longtemps dans une école parce que c'est toi qui dois faire ta mayonnaise. Donc fais un peu plusieurs écoles, peut-être fais plusieurs stages, va t'inscrire pour faire des courts-métrages, va sur le terrain et te bloque pas que sur la comédie, intéresse-toi aussi je sais pas au son, aux lumières, aux costumes, à tout, intéresse-toi à tout. Si t'es passionné, intéresse-toi à tout. C'est un peu ce que me disait Olivier Balestriero, alias Verino, qui aujourd'hui qui est humoriste, qui a commencé par être comédien et qui finalement s'est ouvert différentes portes au fur et à mesure jusqu'à finalement trouver finalement ce qui lui plaît, c'est-à-dire faire le show sur scène, mais en lien avec l'humour, quoi. Du coup, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est en s'essayant finalement qu'il a trouvé finalement ce qui lui convenait le mieux en termes de spectacle par rapport à et ce qu'il a animé au fond de son cœur, quoi. Si on reprend sur les... Et puis même c'est dans n'importe quel métier en fait. Si tu veux faire ton métier correctement, faut que tu t'intéresses à tous les tout ce qui rattache à ton métier, du poste le plus bas au poste le plus haut. Tu vois, c'est important de savoir tout faire en fait en ce qui concerne ton travail. Enfin, moi c'est ce que je pense. Après, t'en as qui diront non. Et moi, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est du fait que tu sois passé dans en fait, t'as toujours eu cette prise de conscience déjà en étant derrière la caméra, en tant qu'actrice, ou tu as pris conscience de ça aussi encore plus en passant derrière la caméra? Alors pas du tout. Moi, j'ai pris conscience de ça quand j'ai commencé à aller justement au-delà de me dire je vais réaliser une série parce que c'est gratifiant, tu vois. Comédienne parce que c'est gratifiant. Mais t'occuper des costumes, là j'ai fait renfort sur une série renfort costume, mais c'est super aussi. T'habilles les gens, le vêtement c'est magique et même sans le son. Je me disais, mais attends, mais sans le son, il y aurait pas de série, il y aurait pas de film, il y aurait pas de représentation, il y aurait pas de concert. C'est hyper intéressant de savoir comment ça fonctionne. Oui, donc finalement, chaque élément est un élément de la réussite qui permet le spectacle, quoi. C'est une chaîne, hein, c'est un maillon, hein. Je veux dire, t'as pas de son, t'as pas de, l'image, le son, la lumière, mais tout, quoi, la déco, tout. C'est, et je trouve ça bien de s'intéresser à tout ça, en fait.
et pas que de rester dans son petit truc. C'était hyper intéressant d'avoir un petit peu ta vision en fait par rapport à ça, parce que du coup, c'est vrai que souvent on a un peu l'œil fixé sur le devant de la scène, c'est-à-dire ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ou qu'est-ce qu'on voit en spectacle, mais c'est vrai que finalement, voilà, tout ce qui est derrière et qui va permettre le spectacle, souvent, voilà, il faut l'avoir en tête, c'est bien. Et puis souvent, en tout cas, on le voit souvent, en tout cas dans les concerts de musique, où on voit souvent des remerciements qui sont faits à l'ingé son. Mais c'est normal. Mais oui. T'imagines le mec, il envoie de t'envoyer un son, c'est fini. Le mec, il te met la mauvaise lumière, c'est fini. Voilà. voilà. Et puis ça. Et toi, tu vas pas travailler, c'est aussi fini pour lui. Je veux dire que, tu vois, tous les corps de ce métier sont liés, en fait. C'est vraiment, il y a personne qui est vraiment supérieur à l'autre. C'est-à-dire que, si le mec au son, il est pas là, ça te plante un truc. Si toi, t'es pas là, ça va planter. Enfin, quoi qu'il arrive, ça engendre trop de trucs. Ouais, c'est comme aujourd'hui, hein. Normalement, on devait être sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, mais finalement, heureusement qu'Instagram était là pour sauver les meubles et 1 sur 4, bon, en tout cas, voilà, on est là. Ah, c'était bien, ouais. Ouais. Allez, pour terminer ce podcast, une citation qui t'inspire. Alors, une citation qui m'inspire. J'ai envie de dire que la vie est une fête et qu'on a tous notre carton d'invite. C'est une super citation pour conclure ce moment, cette interview. Je te remercie beaucoup, Zoé. Merci à toi. Pour accorder un peu de ton temps, parce que je sais que tu bosses pas mal. Peut-être un petit mot de la fin par rapport à ton activité du moment, La Voix des Femmes. Je crois que tu es en plein montage, c'est ça? Ouais, alors là, je suis en plein montage, mais c'est pas pour La Voix des Femmes. La Voix des Femmes, j'ai déjà fait un petit truc, mais c'était pour la journée du 8 mars où j'ai filmé une association. C'est Darwoman. Et justement, il y a des femmes qui ont eu des prix à la fin de cette journée. Et juste avant, tu avais le spectacle donc, de Séverine, La Voix des Femmes. Oui, c'était à Paris, dans le 16e, c'est ça? C'était, ouais, au théâtre de Passy, et l'événement s'est passé à la mairie du 16e. Des femmes inspirantes qui étaient sélectionnées lors d'une sorte de cérémonie. Des femmes inspirantes, exactement, qui ont été sélectionnées et qui ont reçu un prix. Après, donc, la remise de prix, il y a eu la représentation de La Voix des Femmes, et c'est très chouette. Et donc là, le montage sur lequel je suis, tout ça pour dire que c'est pour cet événement-là, pour l'association Darwoman. C'est super, en tout cas, La Voix des Femmes, voilà, moi je soutiens à fond. Initiative de Séverine et de toute son équipe, hein, parce que finalement il y a plein de monde derrière aussi qui voilà. Oui, il y a plein de monde derrière elle, mais c'est vrai que ça, c'est elle qui porte quand même ce projet depuis plusieurs années quand même, et qu'elle se bat parce que c'est pas facile. J'ai l'impression que, après je veux pas parler à sa place, mais j'ai l'impression que tous les endroits sont pas encore assez prêts peut-être à entendre ce spectacle. Vraiment, c'est un peu compliqué pour Séverine, mais elle y arrive, elle lâche rien. Après, elle est bien entourée, ça c'est sûr. Elle le confirme, c'est un truc d'équipe. Elle s'est entourée d'une bonne équipe. Ouais, ça va continuer, La Voix des Femmes. Ouais, c'est que le début. Hein. D'accord. Voilà. Oui, de toute façon, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis voilà, des belles initiatives comme ça, il faut qu'elles soient portées haut, et c'est important. Et puis. Mais c'est sûr, mais de toute façon, c'est sûr que ça va fonctionner. Hein. Moi, je te dis, elle se bat de vraiment, et j'ai rarement vu quelqu'un se battre autant pour un projet. Donc je dis, c'est-à-dire qu'elle y croit, elle le défend, elle aime profondément l'être humain et les filles, quoi. Et tout ça, et c'est que le début. Moi, j'y crois. Je remets mes lunettes parce que je vois pas. Oui, elle dit c'est la cause des femmes qui a encore besoin d'être entendue. Oui, mais c'est un travail d'équipe, mais ça, on l'a dit juste avant. C'est rien, t'inquiète. C'est que là, j'ai juste fait une petite parenthèse sur ta force à toi, mais bien sûr que c'est un travail d'équipe. J'attends Séverine sur le podcast pour qu'elle nous parle de La Voix des Femmes, de sa détermination. Oui, et puis comme je te disais tout à l'heure, c'est elle qui est le mieux placée pour en parler. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau projet et c'est un super travail d'équipe. Et voilà, il faut le défendre, ce projet, parce que c'est vraiment important. Pour conclure, un petit mot sur l'association dont tu es marraine. Et là, oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'Ella. Et dire un petit mot sur cette association qui mérite aller sur leur site. Il faut aller sur le site d'Ella. Alors le site d'Ella, c'est ella.fr, il me semble.
Attends, parce que alors là, c'est vrai que j'ai même pas... C'est assez compliqué de parler d'Ella comme ça sans avoir un peu travaillé, en fait. Bon, en tout cas, c'est une association dont je suis marraine depuis de nombreuses années. Je crois que ça va faire presque 6-7 ans. Alors, j'arrive pas... Attends, je dis ça. Dystrophie, ouais, c'est ça. Je suis dyslexique, j'arrive pas à dire vraiment le nom de... Les baskets et la maladie. Comment? Ah oui, ça c'est oui, tes baskets et la maladie. En tout cas, cette maladie. C'est une des actions qui est soutenue chaque année. Exactement. Il y a aussi, on va faire des dictées dans les écoles. Enfin, il y a plein d'actions qui sont faites pour, déjà pour informer sur la maladie, pour mobiliser les gens et essayer d'avoir des dons parce que c'est une maladie qui est très très rare et qui peut toucher, qui touche beaucoup trop de personnes en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur leur site, participer, faire des dons si vous le souhaitez. Ouais, c'est bien, faire des dons, comme Oulaga. C'est important. En tout cas, quelles que soient les associations qui œuvrent pour différentes causes, de toute manière, comme voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le système associatif et la part de dons est importante. C'est vrai qu'il y a les subventions de l'État. Ah oui, mais c'est important. De toute façon, si tu veux acheter du matériel médical, si tu veux aider, oui, c'est hyper important. Oh, voilà. On a dit notre petit mot sur Ella, ça me tenait à cœur de dire ce petit mot. Bah oui, bien sûr. Ah oui, merci. Et Zoé, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite plein de réussite dans les projets à venir. Toi aussi. Au plaisir, en tout cas, de se voir physiquement à l'occasion sur Paris. Pour le prochain La Voix des Femmes. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est très bien. Toi, bonne chance aussi, bon courage pour le podcast. Merci. Il avance bien, on regarde. Il avance bien, ouais. Cool. 54 épisodes et puis voilà, et puis un audimat qui monte régulièrement et qui atteint quasiment les 10 000 écoutes, donc on avance bien et puis vous continuez. Et puis il faut travailler, il faut avancer. C'est du travail, mais c'est aussi une passion de pouvoir aller interviewer plein de personnalités différentes, pas que des VIP, pas que des personnalités, mais aussi des gens différents qui travaillent dans des métiers différents, avec moi pour objectif de faire prendre conscience aux gens que le mental c'est pas que dans la performance sportive ou comme on peut l'écouter dans les médias, c'est-à-dire quand on voit un sportif faire réussir une épreuve ou les Jeux Olympiques ou autre chose, mais en fait la dimension mentale elle est en chacun de nous de manière certainement différente. Les habiletés mentales, on en a besoin dans tous les métiers, dans toutes les professions, voilà. Donc voilà, c'était mon mot par rapport aux médias qui parlent finalement du mental mais que dans la dimension sportive. Et je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour parler du mental dans toutes les professions et dans... Ah oui, de toute façon, le mental, c'est indispensable. Enfin, c'est pas réservé qu'aux sportifs. Après, j'ai mon frère qui est un sportif de haut niveau, si tu veux en parler avec lui. Bon, au revoir. Au revoir, merci beaucoup et à très vite. Ouais, merci infiniment, à bientôt et au revoir tout le monde. Au revoir et merci, à très bientôt. Et en tout cas, merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Si vous avez des idées de personnes qui pourraient être inspirantes, que je pourrais aller interviewer, n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos bonnes idées, et je vous dis du coup à très bientôt. Si t'es arrivé jusque là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité, et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.